Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Il y a un an, exactement, jour pour jour, eh bien, des avocats étaient descendus dans la rue à Bamenda pour dénoncer un système judiciaire anglophone qui se francophonisait de plus en plus. Cette revendication, couplée à celle des enseignants, lancée quelques jours après, pratiquement dans le même ordre d'idées, a pris de l'ampleur face à l'inertie de Yaoundé qui n'a pas su y apporter à temps des réponses adéquates au point où la situation a dégénéré avec des violences, des arrestations, des incarcérations, des villes mortes et des procès, donnant lieu à ce que l'histoire retiendra désormais sous l'appellation de crise anglophone. Depuis lors, des réponses ont été apportées à ces revendications de départ, pourtant la situation n'est pas revenue à la normale. Et pourquoi ? Pourquoi le travail ne reprend-il toujours pas depuis pratiquement un an dans les prétoires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Un an, jour pour jour après le début de la crise anglophone. Qu'est-ce qui cloche? Quel contenant et quel contenu faut-il donner au dialogue présenté par les différents acteurs dans cette crise comme étant la panacée? 237 le débat ouvre justement le débat ce soir. Merci Madame, Messieurs de nous recevoir chez vous. Sur le plateau 237 le débat ce soir, nous accueillons essentiellement des avocats. J'introduis tout d'abord Maître Frou Jonso. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et on vous considère, à tort ou à raison, comme appartenant à l'aile dure. Oh. Bon, vous avez récemment déclaré qu'il y a des préalables dorénavant à ce dialogue-là, puisqu'on a laissé pourrir la situation. Voilà. Désormais, il va falloir faire très attention, sinon on ne s'en sort pas. Voilà. On aura donc l'occasion de développer davantage cela. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci. J'introduis Maître Dulus Tachou. Bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Oui, oui. Mais vous, par contre, on vous présente comme l'aile modérée. Oh. En tout cas, vous êtes ceux qui ont soutenu au début de cette crise qui avait effectivement un problème anglophone. On se souvient encore de cette émission qu'on a faite ici, je crois, c'était en mai 2015 ou 2016, oui, où dans un ton ferme et déterminé, vous indiquez qu'il fallait adresser ces questions-là et trouver des solutions. Effectivement. Aujourd'hui, vous faites partie de ceux qui estiment que oui, il y a des avancées et qu'il va falloir s'engager pour un retour à la normale. Effectivement. Voilà. Oui, oui. On en parlera. Merci donc d'être venu. Maître Jean de Dieu Momo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. C'est un plaisir d'être sur votre plateau, le plateau de 237, le débat. Voilà. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et présenté par certains comme étant un tout petit peu sulfureux. Ah ouais, c'est vrai. Bon, enfin, dans tous les cas, vous êtes à côté d'être, je veux dire, à côté de votre casquette d'avocat, vous êtes également homme politique, Ouais. le président national du PADEC. Oui, c'est bien ça. Mais sulfureux, je ne sais pas. Mais bon, moi, je laisse dire, je ne peux pas me être à la fenêtre et me voir passer dans la rue. Voilà, merci en tout cas d'être venu, Maître Jean de Dieu Momo. J'introduis Maître Martin Biton, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu, Maître. Merci de m'avoir fait cet honneur. Voilà. Participer à... Vous êtes magistrat à la retraite, vous êtes également en train de préparer un doctorat en droit et enseignant également dans un certain nombre d'instituts universitaires. Je voudrais citer au passage EIFORCE, c'est l'école internationale des forces de sécurité. Et vous êtes également enseignant à l'école nationale supérieure de police et bien sûr ancien magistrat et aujourd'hui avocat au barreau du Cameroun, c'est bien cela. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, j'aimerais quand même dire que quand vous dites que je prépare un doctorat, je suis doctorant en droit avec une thèse déjà prête depuis le professeur Mélonnet. Bon, mais elle est dans la poussière, je veux peut-être la dépoussiérer un jour. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Messieurs, je voudrais vous suggérer, avant de rentrer dans le vif du sujet, de dire un mot sur un sujet qui s'impose dans l'actualité depuis le début de ce week-end. Il s'agit de cette candidature déclarée de Maître Akere Mouna, ancien bâtonnier, présenté aujourd'hui pour certains comme l'un des candidats les plus sérieux à la présidentielle au Cameroun. Je propose de le regarder dans ce reportage que vous propose Donald Lanusois. L'avenir de notre pays pourrait bien dépendre de ce qui se passera demain. Ces dernières semaines, j'ai échangé avec de nombreux Camerounais.
des citoyens provenant de tous les horizons, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Maître Akere Mouna est candidat à la présidentielle de 2018 au Cameroun. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, pour coller à l'actualité de l'heure, affirme que si l'électorat lui accordait l'accès à la magistrature suprême, il choisira le fédéralisme. À côté de la candidature du fils de Tandeng Mouna, l'un des pères fondateurs du Cameroun réunifié, l'on compte à ce jour plus d'une dizaine de candidats déclarés au putatif. Parmi les postulants, l'opinion a enregistré en avril 2017 la candidature de Jean-Blaise Ngouette, jusqu'alors connu comme représentant au Cameroun d'une marque de produits électroniques. C'est lui qui veut diriger le pays sous la bannière du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, dévoile un programme politique qui a pour point d'orgue la création d'un statut particulier pour les anciens chefs d'État et les ex-premières dames, à qui il veut assurer une impunité constitutionnelle pour les actes posés au cours de leur mandat. D'autres jeunes loups aux dents bien longues, manifestement séduits par l'effet Macron en France, lorgnent avec sérieux le fauteuil présidentiel. Même si Cabral Libi, présenté comme tête de file de ce courant, ne s'est pas officiellement constitué candidat, certains de ses congénères ont déjà annoncé leur ambition politique pour 2018. Serge Espoir Matomba, la trentaine révolue, a été désigné le 10 juin 2017 par son parti, le Peuple uni pour la rénovation sociale, comme candidat de cette formation politique. Le conseiller municipal de Douala 4e s'appuie sur la jeunesse afin de proposer une alternance politique axée sur la bonne gouvernance. À cette liste non exhaustive s'ajoute le leader du parti de l'Esprit d'Avril 48, Jean-Marc Ngos, le candidat déclaré à la succession du président Biya et qui se revendique des connaissances en sciences occultes, appelle le peuple camerounais à se retourner vers Dieu pour libérer la nation. En attendant, l'agenda précis de cette élection, encore lointaine mais certaine, force est de constater que la présidentielle 2018 crée des vocations particulièrement chez les nouveaux venus de la scène politique qui auront certainement maille à partir avec la vieille garde, plus aguerrie par l'expérience politique et dont de nombreux leaders tardent à déclarer leur intention pour 2018. Voilà, c'était donc un élément de Donald Anouzoua qui revenait sur les candidatures déclarées jusqu'ici à l'élection présidentielle de 2018. Je vous propose de faire un zoom sur une de ces candidatures, Maître Julius Achou, c'est celle de Maître Akere Mouna, ancien bâtonnier de l'ordre et bien évidemment présenté par les uns et les autres comme peut-être le meilleur leader anglophone entre griffes aujourd'hui. Quelle est la perception que vous avez de cette candidature? Comment vous l'avez reçue? On doit noter premièrement que c'est un droit de tout Camerounais, n'est-ce pas, d'annoncer sa candidature. C'est d'abord un droit. Et ce qui me réjouit, c'est le fait qu'un ancien bâtonnier, n'est-ce pas, a décidé, n'est-ce pas, d'annoncer sa candidature pour briguer le poste de président de la République. Je trouve ça génial. J'apprécie, n'est-ce pas, ce qu'il a dit et ce qu'il veut faire, qui démontre qu'en fin de compte, les avocats commencent déjà à s'intéresser à la politique de ce pays. Parce qu'il fut un moment, les avocats étaient absents. Ouais. Je me souviens effectivement que sur ce plateau, il y a quelque temps, peut-être vous ou un autre avocat indiquait que le moment était venu pour les avocats d'investir les listes et de prendre d'assaut l'Assemblée nationale et le Parlement dans le sens de faire inverser la tendance. Partout dans le monde, c'est les avocats, n'est-ce pas, qui font la fierté de leur propre pays. Il faut que ça soit aussi au Cameroun. Et je pense que les avocats sont mieux placés parce que nous sommes libres à notre tête. Et nous sommes prêts, n'est-ce pas, nous sommes proches du public parce que d'après notre profession, on ne reste pas tous les jours, on constate qu'il y a des doléances et on nous parle de tout ce qui se passe, n'est-ce pas, dans la rue, alors que les policiers de nos jours sont un peu coupés. Donc à l'heure actuelle, je pense que la qualité même de Baptiste Mouna, vraiment c'était un atout et c'est bien, mais il faut qu'ils se préparent parce que c'est pas des amusements. C'est une bagarre politique. Et il y aura des candidats aussi qui sont prêts à l'affronter. Il faut qu'ils se préparent en conséquence. Alors, qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Est-ce que c'est le fait qu'il soit ancien bâtonnier, le fait qu'il soit avocat, ou le fait qu'il porte un discours qui visiblement intéresse les populations du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui sur le fédéralisme, par exemple? I will take a different view. It is his right as a Cameroonian to announce his candidature. It is his perfect right. My problem is the timing.
the timing of announcing his candidature. Can you imagine we're in the middle of a very serious crisis where young people have lost their lives, where there are young people who have been maimed and they are all lying in the various hospitals, where the jails in the Northwest and Southwest are full with people who have been arrested, and all what is happening in what I would call his constituency, his immediate constituency. He may have a national constituency, don't get me wrong. And he turns around and announces a candidature. Which is more important? If he announces a candidature and the crisis continues the way it is in the Northwest and Southwest, will there be election? If there are elections, would anybody vote in the Northwest and Southwest? Oui, mais il faut quand même préciser que le bâtonnier Mouna a fait plusieurs sorties sur cette crise-là, oui, avec notamment des contributions dans le sens de la résolution. I understand that. But I'm still saying that he would have waited. Let's see how this crisis, because as I'm talking now, people are still being arrested. Young men are still being removed from their homes and shot on the legs. There is everything that is going on. Mafe is in a lockdown. I am from Bamenda. I cannot go to Bamenda now through Mafe because you will not be able to. Nobody enters that zone, nobody comes out. And at this critical moment, my senior brother and senior colleague announces his candidature. Means that, what about those who are suffering right now? Peut-être parce qu'il estime que bon, il y a un certain nombre de soucis. It is his right. It is his right to be a presidential candidate. Nobody will take that away from any Cameroonian. Ok. Maître Martin Bitton, vous avez également un problème avec le timing, selon Maître John Fro. Bon, le timing, vous savez, moi je ne suis pas homme politique, je ne m'intéresse même pas tellement à la politique en tant qu'acteur. Je fais de la politique parce que j'ai un diplôme supérieur de sciences politiques, mais je dis que c'est selon, n'est-ce pas, la perception de chaque candidat. Peut-être qu'il a trouvé que en cette période chaude, il est non seulement anglophone, c'est-à-dire l'un des membres, n'est-ce pas, de ceux qui ressentent cette crise, mais il voudrait aussi se poser comme quelqu'un qui peut apporter quelque chose. C'est-à-dire, il faut dire que dans cette crise, les mêmes qui sont en même temps, qui sont victimes, sont également les mêmes qui peuvent apporter une solution à cette crise. C'est-à-dire, si je veux, pour bien me faire comprendre, les anglophones en général sont en même temps les victimes et le problème et la solution. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Mais parce que dans le cas du bâtonnier Mouna, par exemple, Maître John Fro estime que ce n'est pas le moment indiqué. Et vous avez également une bonne frange de population de cette localité qui estime que ce n'est pas le moment indiqué pour annoncer ces candidatures, notamment ceux qu'on considère comme faisant partie de l'aile radicale. C'est-à-dire que pour eux, pour certains, c'est considéré comme une forme de trahison au moment où il est question de travailler pour une nouvelle forme, enfin pour donner une nouvelle forme à l'État. Et c'est à ce moment que certains se déclarent candidats. Alors, ils estiment que c'est peut-être pas le moment indiqué. Est-ce qu'il y a, de votre point de vue, un timing précis ou bien cela doit se faire de façon libre? Non, vous savez que non seulement il est avocat, mais c'est un homme politique. Et les hommes politiques, à mon avis, devraient être comme des sportifs. Si quelqu'un n'est pas en forme, il ne devrait pas se lancer à une compétition. Donc, selon son jugement, il a dû voir que il est en forme et c'est peut-être le moment idoine de porter sa candidature pour que le monde entier, n'est-ce pas,
se souviennent de lui. C'est vrai qu'on le connaît déjà, parce qu'il a non seulement été bâtonnier, mais il a occupé des hautes fonctions à Transparency et même à, je crois, à l'Union africaine. Et donc, vous savez, voilà. Donc, moi je dis, ça dépend de chacun, de la forme qu'il a pour pouvoir s'engager dans la bataille politique. Maître Jean Dumomo, on a regardé tout à l'heure un élément qui revenait sur un certain nombre de candidatures déclarées jusqu'ici dans le cadre de cette élection présidentielle 2018. Est-ce qu'on peut considérer que cette candidature fait jaser parce que de tous ces candidats déclarés jusqu'ici, Maître Mouna est celui qui présente le meilleur profil? Ce que vous dites est un jugement de valeur. Je pose une question. Vous ne pouvez pas dire qu'il présente le meilleur profil par rapport aux autres. Oui, je ne pense pas. Je crois qu'il a une carrure internationale qui est quand même, qui plaît dans sa faveur. Il a occupé de hautes fonctions, comme venait de dire M. Bitton, au niveau de l'Union africaine, au niveau de Transparency International. En tout cas, c'est une personnalité iconoclaste, publique, qui a rencontré le président de la République, qui a été vu avec Thabo Mbeki, donc qui a un carnet d'adresses extrêmement fourni. Donc c'est qui laisse présager que s'il annonce sa candidature, c'est qu'il doit avoir des soutiens internes et externes tout à fait probants. Et donc de ce point de vue, c'est une candidature qu'il faut prendre au sérieux. Bon, maintenant, je peux rejoindre John Faux sur ses inquiétudes par rapport au timing, étant donné que nous sommes en train de faire face à une crise qui se prolonge et qui peut déboucher sur le chaos, c'est-à-dire, ou peut-être sur l'absence d'élections, tout à fait, c'est-à-dire que qui peut compromettre les élections à venir. Parce que je vois bien un scénario à l'ivoirienne où un pays est coupé en deux, le Southern Cameroun est ingouvernable, ne va pas participer aux élections, et je ne crois pas que la République du Cameroun, comme ils disent là-bas, va continuer nyangalement comme si de rien n'était. Ça c'est d'un. Et en tant que spécialiste de sciences politiques, puisque j'ai un diplôme supérieur également de sciences politiques, il se pose un problème de sciences politiques ici. Lorsqu'on va aux élections, on va avec une machine pour gagner. Les candidatures indépendantes sont extrêmement difficiles à avoir dans le contexte aujourd'hui. Le code électoral est mauvais, il ne permet pas des candidatures indépendantes. Le code électoral cadre l'élection à un seul tour, ce qui n'est pas tout à fait indiqué en sciences politiques pour un pays qui est multipartiste. C'est-à-dire qu'une élection à un tour correspond... Il y a un couloir qui est prévu par rapport aux candidatures indépendantes. Oui, mais je veux dire que c'est verrouillé. C'est également dans la loi fondamentale, mais dans le code électoral, c'est tout à fait verrouillé. Parce que pour avoir une candidature indépendante, il faut avoir 500 signatures des personnes, des élus, des anciens élus, soit du Parlement, c'est-à-dire des anciens députés, soit des anciens conseillers municipaux. Et on sait que la plupart sont à hauteur de 50 par région. Voilà, et beaucoup sont dans le parti au pouvoir, donc réunis. La troisième chose, il faut comprendre les méandres de la science politique ici, c'est des choses que j'ai apprises à l'école et sur le tas, quand je suis entré en politique, j'ai voulu allier la pratique à la théorie. Et quand je convoque les théories politiques qui sont enseignées dans nos universités, j'entrevois, et surtout quand j'appelle, n'est-ce pas, Maurice Duverger, j'entrevois que quand on vient en politique, non seulement on a une machine, mais en même temps, c'est la machine qui sert à lever les foules. Ensuite, il y a les inscriptions sur les listes électorales. Si vous n'avez pas participé à faire inscrire des gens pour votre compte sur les listes électorales, vous ne pouvez pas compter sur les gens qui se sont inscrits parce que moi, un autre adversaire, j'ai fait inscrire les miens et ils ne vous voteront jamais.
Donc, de ce point de vue, et je crois que j'ai exploré ça avec vous ou avec quelqu'un d'autre, il y a 5800 personnes inscrites disposant des cartes contre 6 millions, contre 6 millions 400. Donc il y a le fait que les cartes ne sont pas disponibles pour tout le monde. Et l'on sait que la machine, c'est-à-dire l'ECAM, qui contrôle les élections, n'est pas tout à fait accessible aux partis d'opposition. De telle manière que vous ne pouvez pas contrôler les cartes qui sont délivrées. Et rien ne nous indique que les cartes seront disponibles pour les 6 400 000. De 6 400 000, vous, si vous faites une étude statistique des anciennes élections, vous verrez qu'en 2011, M. Paul Biya, dont les partisans se sont inscrits en grand nombre. Ce que vous essayez de démontrer, c'est que Bernard 3 700 000 n'ayant pas contribué aux institutions électorales. Exactement. Je suis en train de vous démontrer d'une manière tout à fait statistique. Il ne peut pas avoir le meilleur véhicule qui le porte. Exactement. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il compte sur quoi pour gagner? Est-ce qu'il vient pour gagner ou est-ce qu'il vient pour faire parade? Peut-être que maître... quand il a commencé à intervenir dans ces crises, il a fait beaucoup de contributions importantes. Il devait rester dans ces lignes-là. Le jour que ces crises est décantée, ces crises est résolue, je crois que Keramona, c'est un candidat sérieux. Parce qu'il y aura, à ce moment-là, il y aura l'électorat de nord-ouest et le sud-ouest pour lui donner un pouce pour que, pour la première fois, un anglophone devienne chef de l'État. Voilà. Mais il a raté cette opportunité parce que il y a les gens qui souffrent. Il y a les gens qui sont morts. Mais il y a les gens qui sont en prison. Mais cette déclaration de candidature n'empêche pas de continuer à faire des contributions. Non, ça a donné une impression de calcul politique sous le dos de ceux qui souffrent. Encore que ce n'est qu'une déclaration de candidature. Ça peut être, je n'en sais rien, mais quand tu interroges sur le terrain, vous voyez qu'il a donné une impression de récupérateur de ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et ça aide énormément ses chances. Une chance s'il avait laissé que ces crises soient résolues, apaisées, et ainsi de suite, il devait être une candidature très sérieuse. Oui, mais moi je pense que vous que faites la politique, notamment Maître Momo, vous savez très bien que en politique, c'est le calcul. Oui. En politique, c'est l'opportunisme. Absolument. En politique, c'est, je dirais pas des coups bas, mais chacun prépare ses coups pour donner là où ça fait mal. Je suis parfaitement d'accord. Bon, alors donc je dis... mais vraiment, le timing est l'élément important. Selon vous, ça c'est selon vous. Non. Mais selon d'autres qui le soutiennent, peut-être que c'est le moment idoine pour, n'est-ce pas, émerger parmi ces siens qui souffrent. Et comme un libérateur, c'est pour peut-être là comme... L'avenir nous dira donc qu'il y a... Voilà la preuve. Est-ce qu'il n'a pas voulu couper l'herbe sous les pieds de Ben Mouna, par exemple, qui est au tribunal en train de défendre les autres? Non, je dis par exemple. C'est pas possible parce que c'est son cabinet qui a géré, n'est-ce pas, la défense, n'est-ce pas, ce qui était détenu à Yaoundé pendant presque 4 à 5 mois. Le cabinet de Ben Mouna? Oui, c'est ça que je dis, c'est Ben Mouna qui est le président. S'il vous plaît, cela veut dire que eux, ils ont fait leur calcul en disant que voilà le moment propice, n'est-ce pas, de faire monter cette candidature. Ce n'est qu'une déclaration. Ils n'ont même pas encore confirmé parce que j'ai vu ça seulement dans les journaux et sur Internet. J'attends encore la presse, n'est-ce pas? Il va inviter la presse pour déclarer que bon, moi je sais qu'il y a dans tel ou tel, avec tel ou tel parti, ainsi de suite. C'est une petite il a fait une simple déclaration. Pour moi, j'estime qu'il a ses calculs. Non, lorsqu'on doit mixer ça avec la crise, n'est-ce pas? Nous sommes en train de quitter le cadre politique.
Parce que la crise que nous avons là est un peu spéciale et on ne peut jamais dire que ceux qui sont sortis, n'est-ce pas, font partie de la majorité des anglophones. Parce que moi je vois mon analyse. J'ai regardé la télévision, moi je n'ai pas marché. Nous tous, je pense qu'on a souvent regardé ça à la télé. Si on calcule, voir le nombre de gens qui ont marché, on peut imaginer peut-être 1000 par ville. Et si on sait 1000 par ville, cela veut dire que même 10 000 personnes n'ont pas marché. Donc, il y a 5 000, 6 000 qui ont marché. Alors, je pense que quand même, je vous ai dit à la télévision, vous avez marché, vous. Non, il dit qu'il n'a pas marché. Mais je l'ai vu à la télévision, il a marché. J'ai marché à Douala. Il a marché. J'ai marché à Douala, n'est-ce pas? Vous avez dit que vous n'avez pas marché, vous avez vu à la télévision. J'ai marché pour l'unité nationale. Je parle de ceux qui... Il a marché dans le cadre du RDPC. J'ai marché pour l'unité nationale ici à Douala. Je ne refuse pas. Mais vous n'avez pas marché. Mais je vais marcher là-bas, là où on dit qu'il y a une crise. Parce que j'ai essayé de faire le calcul du nombre de personnes qui ont marché, ça n'atteint même pas 10 000. Les avocats, ça faut démontrer quoi? Si vous démontrez que ce n'est qu'une minuscule crise minorité qui a marché. Parce que nous sommes à peu près 5 millions dans ce pays. Comment vous dites 10 000 10 000 pour vous 5 millions de personnes? C'est pas normal. À mon avis, ça c'est mon avis. Je ne suis pas contre ceux qui veulent marcher ou qui ne veulent pas marcher. C'est leur droit. Mais je pense que 10 000 personnes ne peuvent pas représenter les anglophones au Cameroun. Alors, quand vous dites 10 000 personnes ne peuvent pas représenter, quand vous parlez de 10 000, vous faites allusion, qu'est-ce que vous voulez dire de façon... Quand je regarde la télé, on a montré les 10 qui ont marché. Ok. Il y a un bien dans lequel plus de 1000 personnes ont marché. Donc, si on fait la communauté, c'est-à-dire le calcul de tout, mais en même temps, ce ne sont pas forcément tous ceux qui n'étaient pas d'accord qui sont descendus dans la rue. Non, nous sommes en train de calculer sur la base de ceux qui sont descendus dans la rue. Ok. Pardon, je vais intervenir là que, et vous, du RDPC qui avez marché, soi-disant contre le fédéralisme ou pour les institutions, on a marché pour l'unité. Est-ce que vous atteignez 1000? Vous savez, vous étiez même pas 1000. Est-ce que vous atteignez 500? Le RDPC a marché pour dire soi-disant qu'il... Vous avez de quel parti? Moi, je suis le parti des patriotes. Je suis le président du parti des patriotes. Vous êtes seul dans votre parti. Est-ce que j'ai parlé de ça? Le RDPC. Vous toujours parlé de pardon. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Alors, parce que c'est qu'il finisse. Non, il avait déjà fini et je voulais parler. Non, tu as terminé. Laisse-moi dire. Je réagis donc au propos de Maître Achou. Voilà. Pour dire que Maître Achou voit à la télévision et compte à la télévision, d'après lui, qu'il n'y a que 10 000 personnes qui ont marché à Bamenda, dans le sud-ouest et dans le nord-ouest. Et je dis, moi aussi, je l'ai vu à la télévision en train de marcher dans les rangs du parti du RDPC, à la tête avec, et moi je n'ai pas compté 500 personnes. Donc, marcher pour marcher, les gens qui ont marché pour contre le fédéralisme et pour on a pas cher qu'on fait. On a marché pour l'unité nationale, pas contre qui que ce soit. Attends. On a marché pour l'unité nationale. Tu vois, on a dit, voilà, si vous laissez comme ça, ça ne pourra pas marcher. On a dit, ils ont marché officiellement pour soutenir les institutions. Voilà ce qu'ils ont dit. Ce n'était pas pour l'unité nationale. Ils ont dit pour soutenir les institutions. Alors qu'à Bamenda, les gens sont en train de marcher parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont soif, parce que leur route ne passe pas. Et ils disent qu'il faut le fédéralisme parce que la centralisation du pouvoir les empêche de développer leur ville. Eux se sont opposés à cela et disent qu'ils sont du pouvoir, ils ne vont pas accepter. Et je dis donc, à partir de ce moment-là, si vous marchez 500 contre des gens qui ont marché 10 000, je crois quand même que la proportion de ceux qui ont marché pour réclamer, pour revendiquer des droits quand même fondamentaux est plus grande. Mais il y a des gens qui n'ont pas marché et qui sont favorables à ceux qui n'ont pas marché, qui ont marché là-bas, comme moi par exemple. Je n'ai pas marché là-bas, mais quand même je suis favorable également à ces gens-là. Donc je crois qu'il ne faut pas occulter le débat. Je pense qu'il faut toute proportion garder. Savoir quand même que même si on défend une cause, il y a des hommes qui ont perdu leur vie. Il y a des hommes, dont un de mes clients, BBC Manchot, qui est encore en prison. Donc, je crois quand même
Et il ne faut pas soutenir des choses pour soutenir. Ok. Nous sommes Non, mais tous c'est pas- en train On de m'interdit de vouloir soutenir ces construire. choses. D'accord. Je Ok. n'ai rien. Vous m'interdisez de S'il vous soutenir ce plaît. que je Non, veux. je ne vous interdis rien. S'il vous plaît, je donne la parole à Maître Bitton et puis. Il vaut mieux que vous donniez la parole parce Oui, que oui, sinon, bien sûr, bien on sûr. va pas s'entendre. Maître Vous Bitton, m'avez est-ce que le nom Mouna qu'il porte, pour vous, va être un avantage ou un inconvénient dans sa course à la présidentielle 2018? Non, De ça vos points de dépend, ça dépendra des électeurs. Hein, parce que à la fin, c'est le résultat des urnes. Mais je dis que il faut quand même relever qu'au Cameroun, et beaucoup l'ont souligné, on a tendance à démonter son frère camerounais dès l'instant où on voit qu'il veut déjà progresser, n'est-ce pas? Vous reprenez là une très célèbre formule du professeur Mendouzé qui présentait la société camerounaise comme une société à crabe. Voilà. Donc, je dis vraiment, laissons les jeux, n'est-ce pas, s'ouvrir. Et moi, je dis que la politique devrait être comme le sport, un fair play. Faut qu'on soit fair play. Parce que moi, je dis, Akere Mouna est candidat. Déjà, le nom d'avocat joue pour lui, parce que quand on voit dans le monde entier, hein, les Sarkozy, les Obama, les Mitterrand, c'était des avocats. Et quand un avocat, n'est-ce pas, se présente quelque part, c'est quand même un homme honorable, un homme digne. Et on sait que sur le plan personnel, sur le plan de la personnalité de M. Akere, de Maître Akere, c'est un homme valeureux. Ça, c'est qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on sait qu'il est valeureux, de par son nom d'avocat, de par son nom de bâtonnier, de par son prénom d'Akere. Parce que le nom de Mouna, chacun sait qui était Tande Mouna dans ce pays. Bon, maintenant, il y a des choses qui sortent simplement parce qu'il a osé poser sa candidature. Bon, je crois qu'il faut éviter les coups sous la ceinture. C'est ça. Sur cette question-là, est-ce que le nom Mouna est un avantage ou un inconvénient dans cette course pour la présidentielle? Avant que je réponde à cette question, je voulais souligner que le timing que j'ai parlé, ça n'a rien à voir avec le match. Mais comme les gens s'assoient derrière de la télévision contre ce qui marche, moi je dis que pendant tous ces matchs, on a tiré sur les manifestants qui n'étaient pas armés. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont morts, y compris dans son village, le village d'Akere Mouna. Et il y en a beaucoup qui sont morts. Et moi, j'ai dit que avec cette tragédie qu'il a eu lieu, il fallait qu'il attende le moment venu, après avoir... parce que j'ai entendu parler de dialogue ici, de dialogue là-bas, ainsi de suite. On y arrive tout à l'heure. Il faut qu'on arrive à décanter cette crise. Et à ce moment-là, il devait être une candidature tellement sérieuse. Vous l'avez dit, maître. Mais, quand les gens commencent à parler de marches, les marches, quand tu regardes ces marches, c'est toute une population qui est sortie. Les malhonnêtes disent que c'est 10 000 ou 5 000 ou c'est tel. Vous savez, moi, je ne suis pas d'accord Je pour compter les gens. Vous voyez, moi, je dis ceci. Il m'appelle malhonnête. Dans ça, il y a eu des morts. Il y a eu des blessés. Il y a eu des victimes qui sont dans les hôpitaux. Il y a eu des arrestations qui sont en prison. Et il y a plus de 200 personnes qui sont arrêtées. Les prisons du Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont pleines. Et c'est à ce moment que mon frère, mon confrère aîné, qui est de ces zones-là, annonce une candidature. Bon, je considère que vous avez utilisé un mot sans bien en comprendre le sens. Ouais. Bon, on va passer parce qu'on se comprend très bien. Bon, vous parlez dans une langue... Vous parlez dans une langue peut-être... Voilà, vraiment... Je n'aime pas ici pour retirer ce que j'ai dit. Je prends la responsabilité. Ok. Maître, vraiment pour que le débat ne s'enlise pas, il vaut mieux qu'on y aille. En tout cas, il a dit les malhonnêtes. Il n'a pas dit le malhonnête. Les malhonnêtes. Parce que ce n'est pas la première fois que j'ai entendu les gens dire un brusque. Mais je veux qu'on se comprenne bien. C'était pas lui. Je veux qu'on se comprenne bien.
pour que le débat aille calmement jusqu'à la fin, pour que les téléspectateurs puissent retenir quelque chose, Voilà. il faudrait que cela y aille. Voilà. Oui, calmement. Voilà, Oui, calmement, ça, je vous en il n'y a prie. pas de guerre. Et je vous propose, je propose. voulais répondre quand même à cette question d'abord de Mouna là avant. Oui, mais vous avez répondu. Non, je n'ai pas parlé de ça. Je dis qu'il faudrait que dans ce pays, le nom du père cesse d'être un handicap pour le fils. Ça peut être un atout Ou aussi un atout. Quand c'est un atout, c'est bien. Mais il ne faudrait pas que ça devienne un handicap. Parce que j'ai entendu dans la rue dire que non, c'est leur père qui ont mis le pays dans l'état où il est. Hein, si leur père n'avait pas signé avec Aïdjo, on n'en serait pas là. Donc il y a beaucoup d'anglophones qui pensent que leur père et Foncha, John Bufoncha, ont joué un mauvais rôle. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut comprendre quand même exemple, chaque être humain a sa valeur intrinsèque. Il ne faut pas frapper un être humain avec le bâton de son père. Exact. Et il ne faut pas que... Nous avons vu Bush, père, partir de la présidence et être remplacé par le fils, sans que cela pose un problème. Et donc, je pense quand même que c'est chacun pour l'Afrique, a sa personnalité. C'est différent. Voilà. Alors, je donne la parole à Maître Achou pour qu'on sorte de cette question et puis on aborde le sujet qu'on a annoncé en sommaire. Maître Achou, est-ce qu'on peut considérer que les partis politiques qui jusqu'ici portaient le message que semble porter Maître Mouna, est-ce que c'est parce que ces partis politiques n'ont pas été en mesure de pouvoir, capitaliser ou bien, répondre aux aspirations des peuples, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qu'on se retrouve aujourd'hui avec une candidature comme celle-là. On sait qu'il y a un parti comme le SDF qui, à un moment donné, a posé des problèmes comme ceux qui sont posés par les populations dans ces régions-là. Est-ce qu'on peut donc considérer cette émergence de la candidature de Mouna comme étant l'échec de ces formations politiques-là dans la gestion de ces questions-là? Non, mais je ne pense pas que c'est un échec. Parce que lorsque vous entrez dans la politique, et vous voulez, n'est-ce pas, le premier bureau dans un pays, n'est-ce pas, vous devez avoir la moyenne de votre politique. Si les autres n'ont pas réussi, ce n'est pas à moi de les juger, parce que je n'aime pas juger les autres. J'aime apprécier ce que je veux, j'aime parler de mon avis à moi, et je n'aime pas parler en termes généraux. Je pense que Akere Mouna vient de démontrer qu'il est un bon joueur. Et comme disait l'autre, un bon joueur ne rate jamais d'équipe. Si vous êtes un bon joueur, n'est-ce pas, c'est l'équipe qui vient vers vous pour vous chercher. Et c'est comme ça, c'est la politique. Et ce qu'il vient de faire. Pour le moment, il peut être endossé par n'importe quel parti politique qui pense que lui aussi est un bon joueur. C'est comme ça que je considère sa candidature. Bon, en dehors de tout ça, M. Akere Mouna, comme on vient de dire, il a cette capacité, n'est-ce pas, de devenir président. Et à mon avis, à moi, et que je vais répéter, le Cameroun est déjà prêt pour un candidat, un président anglophone. Mais le problème qui se pose, c'est quel anglophone? Il est le premier de se montrer. Peut-être qu'il y aura d'autres, s'il y en a d'autres, mais je pense qu'à l'heure actuelle, le pays-ci est prêt pour être gouverné par un anglophone. Pourquoi vous êtes prêt? Parce que c'était pas prêt avant? Oui, parce que moi, vous savez, je viens de passer 50 ans. Et avant 50 ans, le raisonnement, n'est-ce pas, est différent. Et après 50 ans, c'est différent. C'est maintenant que je constate que après 50 ans de ce pays, n'est-ce pas, on a essayé des francophones 2 fois. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas, qu'on a essayé, n'est-ce pas, de mettre un anglophone qui va essayer de faire de l'équilibre. Moi, je pense qu'il il a essayé de démontrer que pour régler cette crise, je vais être candidat. Moi, si je suis là, je vais le régler. N'est-ce pas? Tout simplement. Mais j'appartiens à un parti politique. Et notre parti politique est en train de regarder. Si on pense qu'il est à la hauteur, je sais qu'on va le choisir. Mais si on ne le choisit pas, nous aurons notre candidat face à lui. C'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, dans la politique, tout est possible. Autrement dit, vous êtes prêt à militer pour une candidature anglophone, par exemple au sein du RDPC, pour la prochaine élection présidentielle? Effectivement, c'est ça mon avis. Et moi, si tel est le cas, si tel est le calcul de mon frère et grand frère Akere Mouna, moi je souscris. Je pense que si c'est pour remplacer, par exemple, le président actuel et gérer l'affaire,
moi, je serai son premier fan. Bien sûr, c'est pour ça qu'il est candidat. Qu'est-ce que vous croyez maintenant? Je serai son premier supporter. Parce que il est temps aussi, effectivement, qu'un anglophone puisse prendre le pouvoir. Ça suppose que cette crise va durer jusqu'à ce qu'on ait un nouveau président. Non, non, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que... Si je vous comprends. Le problème, c'est que Maître Akelé Mouna peut être investi, peut-être par le RDPC aussi. Rien n'exclut. Rien n'exclut ça. Donc à ce moment-là, moi je veux le soutenir. Moi, les patriotes vont le soutenir. J'imagine que vous dites ça pour rire, Maître Mouna. Pas du tout, je rigole pas. Akelé Mouna, c'est quelqu'un de bien et c'est un grand frère que j'aime bien. Je vous propose de regarder un autre reportage. Cette fois, c'est un reportage qui nous amène sur les origines de la crise observée dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Comme vous le savez, c'était le 11 octobre 2016. Des avocats étaient descendus dans la rue à Bamenda pour dénoncer la francophonisation d'un système judiciaire qui commençait à avoir des conséquences graves dans la gestion de la vie quotidienne dans ces régions-là. On se souvient également que ces avocats avaient été violentés par des forces de l'ordre, et puis de là, on a assisté à une série de mouvements, puis des violences et finalement des procès, incarcérations qui ont débouché finalement sur ce qu'on appelle aujourd'hui la crise anglophone. Je vous propose de revenir aux origines de cette crise-là avec, dans ce reportage de Kedia. Au début de la crise était la mobilisation des avocats anglophones au cours d'une manifestation organisée pour réclamer un ensemble de choses, parmi lesquelles la traduction de tous les textes juridiques du pays. Manifestation violemment réprimée par les forces de sécurité dépêchées à Bamenda. Cette histoire a commencé avec les avocats qui ont écrit 3 mémorandums au ministre de la Justice qui a mis ça de côté. Et les avocats sont descendus sur la rue pour protester. On les a tabassés. Sont rentrés dans la course les enseignants et les étudiants qui eux également seront dispersés à coups de gaz lacrymogène, battus, violentés en mondovision. Les différents partis vont se réunir pour un meilleur résultat dans les revendications. C'est la naissance du consortium. Les deux organisations se retrouvent ensemble pour mettre ce qu'on peut appeler le consortium, pour négocier avec le gouvernement. Le gouvernement commence en quelque sorte ce qu'il appelle les négociations, mais plutôt les instructions qu'il envoie ses ministres pour venir donner les instructions. Ça n'a pas marché, c'était dur. Il fallait maintenant dissoudre le consortium et arrêter tout le monde et enfermer. Une action qui aura pour effet de radicaliser les manifestants. La suite, tout le monde la connaît. Elle se résume à une année de revendications intenses, faite de villes mortes à répétition, d'une année blanche qui, quoique contestée, est bien visible sur le plan scolaire, des casses, incendies, de la répression violente, sanglante. Dans le chapitre des actions menées, dans le but de résoudre la crise, il y a la traduction des tests juridiques, tels que réclamés par les avocats anglophones, la création d'un département de common law à l'ENAM et à la Cour suprême, la mise sur pied d'une commission de bilinguisme et de multiculturalisme, toutes choses qualifiées d'insuffisantes par les avocats anglophones. Ça c'est une évolution mauvaise, mais c'est une évolution quand même de ce côté-là. Pour eux, on ne saurait parler de réelles avancées dans la gestion de la crise anglophone, surtout lorsqu'on a un gouvernement qui est fermé au dialogue et qui use de malice en tuant son peuple. Jusqu'à le 22 février, le 22 septembre, ce vendredi-là, le gouvernement avait toujours l'opportunité de négocier. Le 1er octobre, s'il laissait les manifestants manifester, il avait toujours un port de sortie. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Ils vont aller tuer les enfants. Est-ce que le gouvernement peut faire une guerre contre ses propres peuples non armés? Les gens étaient avec les armes de paix. Il faut qu'ils descendent un peu pour rencontrer ces peuples. Il y aura de réelles avancées, disent-ils, à condition toutefois que le président de la République descende de son piédestal pour un dialogue franc, avec un appui extérieur. Il faut maintenant qu'un tiers
un médiateur, un tiers, se mêle. Et la négociation ne peut pas avoir lieu au Cameroun. Parce que le gouvernement a perdu toute crédibilité avec les anglophones. Je vous redonne la parole, Maître Julius Achou. Un an après, ça avait commencé, on l'a vu avec cette marche des... Peut-être qu'on ne le dit pas très souvent, mais avant que les avocats anglophones descendent dans la rue à Bamenda, il y a eu ici une conférence qui avait été interdite à Douala, qui devait être donnée par un avocat anglophone, Maître Aben Roland, qui justement, ce 1er octobre, là, voulait donner une conférence pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur notamment la non-traduction de cet acte uniforme au Ouada, entre autres. Cette conférence avait été interdite. Et puis, quelques jours après, il y a eu donc cette marche de Bamenda, et puis après, tout a basculé. Aujourd'hui, un an après, jour pour jour, est-ce que vous comprenez pourquoi les avocats ne sont pas rentrés dans les tribunaux? Vous savez, ça fait déjà pratiquement 2 ou 3 ans. J'ai fait mon analyse pour expliquer pourquoi les anglophones, dans tous les anglophones, ne se sentent pas comme des Camerounais entiers. Parce que ça fait 50 ans que nous sommes ensemble, mais lorsqu'il y a des postes, n'est-ce pas, dans le système, certains sont réservés que pour les francophones pendant 50 ans. Comment vous pouvez espérer qu'un anglophone peut être content? On a beaucoup parlé de cette histoire. Ça fait des ans, j'étais même ici au plateau quand j'ai même parlé. Et les avocats ont senti, n'est-ce pas, quelque chose de mauvais dans leur profession. Vous êtes avocat anglophone. Il y a un texte sur le plan international qu'on utilise dans nos juridictions locales. Ce texte est seulement en français. Vous venez à l'audience pour plaider ce dossier. Vous avez en face de vous un avocat francophone qui maîtrise le texte en français. Vous êtes anglophone, alors que la plupart des gens ne savent même pas que ce texte même existe. Vous commencez à plaider. Cela va sans dire que l'avocat francophone aura le dessus. Moi, j'ai toujours dit que les revendications de ces avocats sont vraiment légitimes parce qu'ils ont demandé que les textes au Cameroun soient traduits dans les 2 langues officielles. Bon, ce qui est arrivé, il y a eu grève qui a été orchestrée par les avocats dans la zone anglophone, qui a été mal gérée. Et je pense que ça a toujours mal géré parce qu'on a créé des commissions, n'est-ce pas, sans tenir compte des personnes qui doivent vraiment représenter, n'est-ce pas, les avocats. Un mauvais casting. D'où, n'est-ce pas, c'est devenu un monstre qui a voulu avaler le pays ici. Parce que lorsqu'on veut parler de cette commission-là, il faut qu'on fasse attention. On doit choisir les gens qui peuvent, pas les gens qui veulent. Bon, c'est arrivé. Les enseignants se sont joints, n'est-ce pas, à ce mouvement. Et ça, comme les solutions n'ont pas été trouvées, n'est-ce pas, d'urgence, les extrémistes ont pris, n'est-ce pas, et ont transformé ça en politique. C'est-à-dire, ils ont estimé que la seule façon pour que l'anglophone, n'est-ce pas, soit à l'aise, c'est pour... C'était régler ça politiquement. Oui, politiquement. Bon, bref, c'est ça le problème. Bon, moi, c'est toujours une cause noble. Mais je n'ai pas été d'accord du fait qu'on doit utiliser les enfants, n'est-ce pas, et on doit bloquer les hommes d'affaires d'évacuer à leurs activités, n'est-ce pas, pour cette cause. Parce que, comme étant donné que c'est politique, moi je pense que lorsque un gouvernement a été mis en place pour une durée de l'Assemblée, n'est-ce pas, c'est parce qu'ils ont présenté un projet de société qui a été adopté. On ne peut pas venir, n'est-ce pas, alors que ce n'est pas à la fin, vous demandez, n'est-ce pas, c'est changement brutal. Ça va causer le clash. Parce que moi, j'ai été voté, par exemple, le chef de l'État, le président a été voté avec son programme. Et vous, maintenant, qui change comment? C'est tout à fait le moment qu'il va y avoir clash. Et moi, je ne suis pas d'accord qu'on envoie les gens, n'est-ce pas, pour défier l'autorité. Okay. Parce que quand vous défiez l'autorité, c'est ça les conséquences. Donc en fait, pour répondre à la question, vous indiquez qu'il y a une crise qui au départ avait des fondements légitimes. Oui. Après, ça s'est enlisé à cause d'une mauvaise gestion. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, malgré tout, la situation ne revient pas à la normale.
Et puis, pour le régler, tout le monde connaît la solution. Mais pourquoi on doit attendre les commissions pour le faire? Il faut le régler. Très bien. Si c'est réglé, les gens seront contents. Et c'est ça que les gens attendent. Maître Jean-Dieu Momo, au départ, il y a eu la question de la traduction des actes uniformes au WADA. Puis il y a eu d'autres revendications qui sont greffées à cela. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le train de mesures apporté par le gouvernement pour répondre à cette préoccupation, le premier package est tombé, je crois, en novembre, en mars. En mars 2016, la traduction des actes uniformes au WADA, la création d'une section du Common Law à l'ENAM, également à la Cour suprême, la création d'un département d'English Law dans certaines universités, Douala, Tchang, Gaoundé, et ainsi de suite, le redéploiement des magistrats et des enseignants dans ces zones-là, le recrutement des auditeurs, je crois 50, 30 greffiers entre autres. Bref, il y a un certain nombre de mesures qui ont été apportées par les pouvoirs publics. Certains ont estimé que le gouvernement était allé même au-delà de ce qu'avait exigé. Mais pourquoi aujourd'hui, un an après, jour pour jour, le travail, les avocats, pas les avocats, nos confrères, n'ont toujours pas repris le travail? D'abord parce que l'État, le gouvernement, a avoué, a reconnu que ces revendications étaient légitimes. C'est-à-dire que c'était légitime de traduire l'OADA en anglais. Mais fallait-il marcher pour obtenir cela? Nous avons suivi dans le documentaire John Fro qui dit que avant cela, il y a eu des mémorandums que le ministre de la Justice, Laurent Esso, le ministre d'État, a carrément, purement et simplement classé. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas marché contre la loi. Ils ont marché pour exprimer leur citoyenneté et leur ras-le-bol. Parce que après avoir demandé 3 fois, doucement, gentiment, pas écrit, que nous sommes dans un pays soi-disant bilingue, vous nous donnez des documents en français. Et donc, on dit en africain que l'animal qui courait a réveillé l'animal qui somnolait et qui dormait. Donc, il y avait d'autres problèmes en sommeil que ce problème-là, ce petit problème a réveillé. Le véritable problème qui était là, c'est que la tentative des francophones de franciser les anglophones. Il y avait une tentative depuis très longtemps de les rendre francophones sous le prétexte du bilinguisme, sous le prétexte de ce que l'État est devenu bilingue. On y a affecté des magistrats francophones, des enseignants francophones pour enseigner leurs enfants, des juges francophones pour juger les vieilles mères qui ne comprennent aucun traître mot de français. Et donc, de ce point de vue, quand ils ont dit, mais comment? Nous avons fait des mémorandums, vous n'avez pas répondu. Nous marchons paisiblement, pacifiquement, main nue, pour attirer votre attention. Vous envoyez la police nous maltraiter. Nous avons vu la manière dont on les a frappés, qu'on a frappé des confrères, des avocats. Ce n'est pas des bandits, des gens d'une haute société, des gens d'une haute classe, des gens d'une haute éducation, des gens d'un certain niveau. On les a frappés comme si on frappait des malfrats. Et ça a dégénéré. Si, dans un pays démocratique, on peut traiter des avocats comme des bandits, qu'adviendra-t-il? Qu'en est-il de cet État? Quel est cet État qui ne peut répondre à des sollicitations justes que par la violence? L'État a donc, après que l'embrasement a eu lieu, c'est-à-dire qu'après qu'on a posé d'autres problèmes, et des gens qui avaient leurs propres problèmes, qu'on appelle les séparatistes, se sont mêlés dans la danse. Qu'est-ce que l'État a fait? Envoyer des gens, comme dirait John Fro, au lieu de dialoguer, ils sont venus pour donner des instructions. Parce que nous avons un État qui dirige les gens
en instruction. Mais au-delà de la mauvaise gestion de ce dossier, il y a quand même qu'à un moment donné, on a eu l'impression que le gouvernement avait reconnu. C'est ça que je suis en train de vous développer. Et a donc pris un train de mesures pour apporter des réponses à ces questions-là. C'est ça que je développe. Alors, pourquoi aujourd'hui, malgré tout cela, on n'a pas le sentiment qu'on est en train de revenir... Non, si vous voulez, je peux shooter donc directement sur ça. Hein, je développais cela. Pour montrer que la gravité, je montrais Crescendo, pour vous montrer la gravité, que ce n'est plus le problème de l'OHADA. Ce n'est plus le problème de la francisation des anglophones. C'était devenu maintenant un problème où, pourquoi il n'y a pas un politique? Pourquoi le président est francophone? Pourquoi le premier ministre? Pourquoi vous, les postes de souveraineté, on donne toujours aux francophones? Est-ce qu'un début de solution ne pourrait pas être aussi, en même temps, le retour des avocats dans les prétoires? Donc, le fait est que, actuellement, l'État ayant reconnu, a corrigé, a insisté pour corriger, mais, je n'ai pas fini, vous laissez un temps de parole quand même, donnez-moi 2 minutes. Et là, l'État a pris des mesures correctives. Mais ces mesures ne suffisent pas. Parce que les gros problèmes, maintenant, là, il faut résoudre tous les problèmes. Tant que vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes. Et tout le problème, c'est quoi? Tout le problème aujourd'hui, c'est que le fédéralisme. Parce que, ou la sécession. Le fédéralisme porte pour la majorité qui veulent gérer leurs affaires eux-mêmes, au lieu d'aller vous demander, parce que on va demander tout à Yaoundé et c'est trop, on ne veut plus. Ils ne veulent plus aller à Yaoundé s'aligner pour parler le français, pour demander quoi que ce soit. Ils veulent que désormais, on donne leur quote-part, on partage le budget, on donne leur quote-part. S'il y a 10 États, s'il y a 48 États, s'il y a combien d'États, partagez le minimum qu'ils ont, vous leur donnez. Et vous restez, si vous voulez manger votre part là-bas, vous mangez. Eux, avec leur petite part, ils se débrouillent pour construire leur route. Voilà le problème. Donc, ce n'est plus le problème de l'OHADA. Ce n'est plus le problème des sparadraps qu'on a mis sur la plaie. Maintenant, là, le problème de fond est là. La décentralisation n'est plus à l'ordre du jour. Elle est terminée. Depuis 1991, on a, avec la tripartite, on a exploré la décentralisation. Ça fait 20 quelque chose d'années. C'est fini. Non, ça n'a pas... La décentralisation, ça a échoué. Dans la Constitution 10 janvier 1947. Ça a échoué. Ça a échoué. La décentralisation part de... Attendez. On fait de la parole à Maître. Sauf si c'est vous qui dites la décentralisation part de 1991. Et elle a abouti à la Constitution de 1996. C'est-à-dire que la décision ne coupait pas les années. La ruse que les francophones font là-bas, ça ne peut plus passer. On passe à la fédération. On peut donner la parole à Maître Ditton. Maître Ditton, sur cette question, quel peut être le meilleur bout? Parce que là, lorsqu'on a écouté Maître Momo, alors le problème est devenu global et que la solution va être éminemment politique, avec notamment la modification de la forme de l'État. Est-ce que il y a d'autres qui estiment que le problème ayant débuté avec la colère des avocats anglophones, peut-être que le retour dans les prétoires pourrait être un début de solution également à la résolution de cette crise-là. Est-ce que c'est votre point de vue? Oui, disons que, vous savez, à défaut de dialogue que réclame tout le monde, il n'y a que sur les plateaux de télévision qu'on peut dire la vérité, parce qu'il faut éviter la langue de bois. Je crois qu'au départ, si le gouvernement avait voulu régler rapidement cette crise, elle aurait été réglée de manière administrative, en suivant justement la décentralisation que les gens réclament à corps et à cri, et qui était déjà une sorte de sœur du fédéralisme, puisque nous avons été quand même un État fédéral. Moi, ça me surprend quand on dit que lorsqu'on réclame le fédéralisme, c'est qu'on veut diviser l'État. Mais ça veut donc dire que le Nigeria est divisé, que les États-Unis d'Amérique sont divisés, que la Suisse est divisée. Attendez. Bon, donc, on a raté une occasion de régler ce problème vraiment pacifiquement et administrativement. Maintenant, tout le monde reconnaît que la crise est devenue politique. Donc, il faut régler ça politiquement. Moi, j'étais l'un des avocats au tribunal militaire pour défendre les gens de la crise anglophone. On a libéré
mon client parmi ceux qui ont été libérés. Et justement, le ministre de la Justice, garde de Sceaux, a dit que la crise est politique. Et c'est là où je me demandais si le tribunal militaire était devenu un tribunal politique. Bon, finalement, ça a été réglé politiquement par le chef d'État et c'est prévu dans la loi sur le tribunal militaire. Sur le tribunal militaire. Bon, maintenant, si l'État voulait donc pousser, n'est-ce pas, le bouchon un peu plus loin sur le plan politique, il eût fallu qu'on fasse rapidement un dialogue. Et à mon avis, un dialogue à 4 dimensions. C'est-à-dire dialogue franc, sincère et inclusif. Et en rentrant dans les détails, on voit que le dialogue franc, on doit éviter la langue de bois, demander aux gens de sortir ce qu'ils ont dans les tripes. Voilà. Parce qu'il y a un problème de malgouvernance qui est général, ce n'est pas seulement propre aux régions anglophones, c'est propre à toutes les régions. Mais les gens ont besoin de s'exprimer. Il fallait donc instituer ce dialogue franc, sincère, c'est-à-dire prendre des gens qui peuvent dire la vérité, pas les gens qui sont partisans, qui encensent plutôt le pouvoir ou encensent l'autre côté. Et dans ce dialogue-là, prendre, comme je disais tout à l'heure, les gens qui se sentent victimes et qui sont en même temps le problème et la solution, parce que le problème est né d'eux, la solution viendra également d'eux. Absolument. Bon. Maintenant, 4e élément, c'est le dialogue inclusif, c'est-à-dire qu'on doit prendre les hommes politiques et les hommes du pouvoir, de l'opposition, les hommes de la société civile, les hommes d'église, les hommes les intellectuels, prendre tous ces gens-là, parfois même des Bayam Selam qui peuvent être représentés, parce que nous sommes une société, n'est-ce pas, composite. Et faire donc, moi j'évite les catalogues ou les étiquettes. Il y a eu la tripartite, ce n'est pas la tripartite, mais il fallait quand même un dialogue où on puisse, donc à partir de là, il pouvait sortir même les solutions qui sortent aujourd'hui. On a l'impression qu'ils contournent le pot, mais il fallait commencer par le dialogue. Voilà. Si c'est même ces solutions qu'on est en train de trouver sortaient du dialogue, un dialogue qui était institué là, je crois que vraiment on ne serait pas allé plus loin en parlant de sécession. C'est le fait de faire pourrir la situation qui crée d'autres situations plus graves. Et je précise que la tripartite c'est bien fini. Sur cette question-là, on vous a entendu dire que au-delà du dialogue, il y a un certain nombre de conditions préalables. Et vous estimez que il n'est pas possible d'organiser un dialogue productif. Ici, vous estimez qu'il faut faire appel à une tierce personne, un dialogue qui devrait être fait à l'extérieur du Cameroun. C'est bien ce que vous indiquez? Oui, c'est bien. C'est bien ce que j'ai dit. Il faut que je rectifie les faits parce que nous sommes en train de vivre une histoire. Il faut qu'on rectifie ici. Après les avocats, les enseignants, il n'y a pas eu de solution. Les deux se retrouvaient pour former ce qu'on appelle le consortium. Ce consortium a commencé les négociations. Vous savez que les anglophones, quand ils négocient, Qu'est-ce qui s'est passé? Les autres qui n'étaient pas les politiques. Moi, je n'ai pas compris ce qui se passe dans ce pays. Le RDPC a les grands politiciens, y compris mon père, Achidi Achou, qui a Bamenda, y compris Paul Moukete, qui est dans le sud-ouest. Et quand cette affaire est devenue politique, pourquoi le gouvernement va aller chercher les fonctionnaires pour envoyer à Bamenda pour que ça soit, elle insulte les gens, et passe l'instruction, il vient mentir à Yaoundé. C'est comme ça les fonctionnaires. C'est leur modus operandi pour avoir, je ne sais pas quoi. Mais après ce qui s'est passé, le 1er septembre là, le 1er octobre là, avec le tueur, et ce qui s'est passé, Nations Unies a demandé d'abord l'enquête. Les États-Unis ont demandé l'enquête. Union africaine a demandé ce dialogue
inclusif. Et tous ces mots-là vont demander le dialogue. Mais d'abord les enquêtes. Et si le gouvernement jusqu'ici n'a pas pu organiser un dialogue, là où on parle, monsieur, c'est à vous de journalistes de vérifier. Ils sont encore en train d'arrêter les jeunes, ils sont encore d'entrer dans les maisons à maison, sortir les jeunes et tirer sur leurs pieds, leurs incapacités, aller voir dans les hôpitaux, partout. Moi, je n'invente rien. Et si dans cette situation-là, vous allez parler à qui? Donc, je dis qu'il y a le préalable. Le préalable, c'est quoi? Arrêtez tout ça. Retirez les troupes. Faites baiser la tension dans la zone. Et les négociations commencent parce que le gouvernement a perdu toute la légitimité dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous regardez. Ouais. Il y a la télévision qui nous montre tout. Il faut donc que ce dialogue doit être géré par un médiateur neutre. Quand vous dites médiateur neutre, c'est-à-dire les organisations internationales, l'UN, l'Union africaine, ou les personnalités reconnues internationales. Mais c'est d'abord une affaire nationale. Comme Kofi Annan, comme je ne sais pas. Mais c'est d'abord une affaire nationale, maître. Non, nationale, ça a devenu une affaire internationale. Et comment c'est international? Non, regardez la paix sociale, la paix est menacée dans l'Afrique centrale. Mais est-ce que vous estimez qu'il n'y a plus personne au Cameroun capable d'être médiateur? Il n'y a plus personne ici au Cameroun. Moi, je le dis et même pas les forces morales et religieuses. Non. Et pourquoi? Donc, elles sont complètement disqualifiées. Pas qu'elles sont disqualifiées. Mais quoi donc? Il faut que le monde entier va prendre au sérieux. Parce que prenez l'Église. L'Église, ils sont parfois tournés de ces côtés, parfois de ces côtés, parfois on ne sait plus là où l'Église se situe. Oui, mais même les gens qui vont venir de l'extérieur, on ne sait pas de quel côté ils vont pencher. Non? Écoute, les organisations internationales et certaines personnalités internationales sont pris au sérieux. Parce que cette histoire menace la paix dans la sous-région. Ok. Maître Adjou, sur cette question-là, comment devrait être il faut qu'il arrête de tuer les jeunes, il faut qu'il arrête d'arrêter les jeunes, il faut qu'il libère tous ces qu'on a. Les prisons sont pleines comme ça. Il faut qu'il relaxe tout le monde et que la paix revienne dans cette zone et on commence le soi-disant dialogue. Et vous ne pouvez pas dialoguer sous les cadavres. Vous ne pouvez pas dialoguer sous les gens qui ont les mains coupées, les pieds complètement foutus. Alors, les conditions que semblent poser Maître Faux pour vous sont faisables ou bien vous avez le sentiment que quelles sont, de votre point de vue, les conditions dans lesquelles on devrait tenir ce dialogue-là? Moi, je ne suis pas d'accord avec son avis. Il a droit à son avis. Mais j'ai le mien aussi. Premièrement, je ne suis pas la personne qui doit me baser sur ce que les autres ont dit pour prendre position. Moi, je descends sur le terrain pour faire des vérifications. Et je ne suis pas d'accord que lorsque on a tiré sur les Camerounais, n'est-ce pas, les gens ne se plaignent pas, ne déposent pas de plaintes contre ceux qui ont posé cet acte. Oh, il y a les plaintes, monsieur. Il y a les plaintes. Il y a les plaintes déjà. Ordonné, monsieur. Il y a les plaintes. Je vous ai pas Maître, pardonnez qu'il finisse. Allez-y. Je m'excuse, mais il y a les plaintes. Il a toujours comme ça. Permettez qu'il finisse. Voilà. Sinon, on ne va pas finir le débat. Allez-y, maître. Parce qu'il vous a vraiment écouté de façon religieuse quand vous parliez tout à l'heure. Allez-y, maître. Allez-y, maître. Allez-y. Moi, je ne suis pas parmi ceux qui acceptent des choses sans passer à la vérification. La personne qui est blessée a le droit de se plaindre contre celui qui l'y a violenté. Parce que même le chef d'État a dit que on ne doit pas tolérer la violence par qui que ce soit. Si la personne ne s'est pas plaint, moi, vraiment, je serais très en colère contre lui parce que je pense qu'en tant que militaire, les militaires sont bien formés, n'est-ce pas, pour maîtriser les situations sans utiliser les armes.
Si on commence à utiliser les armes, ça veut dire c'est la violence et je ne suis pas d'accord avec eux. Okay. Maintenant sur le dialogue. Mais maintenant sur le dialogue, cette histoire de dialogue... Comment il explique les 17 morts? Vous répondez à mes questions. Hein, vous les 17 morts vous avez vu les morts? Non, on a dit officiellement qu'il y a 17 morts. On sait qui? Mais la presse, c'est écrit, non? Vous voyez? Vous répondez à ma question, Maître Julius. Donc il n'y a pas eu de mort. Il y a zéro mort. Non, cher confrère, ne sois pas sarcastique. Lorsque un être humain décède... Quelles sont les conditions? Non. Quelles sont les conditions? Vous êtes Maître Momon, c'est moi qui pose la question. Vous posez la question. C'est moi qui pose la question. Parce que vous ne pouvez pas de dire... Mais vous êtes politicien, vous allez parler. Vous ne me permettez pas, Maître comme ça. Alors, parlez. Non, parce que... Quand vous allez parler, je voulais allez-y, Maître. vous avez dit votre idée, je l'ai bien dit. Si c'est un autre... Ça, c'est le bien. Zéro mort, on ne sait jamais. Et il y a une plainte. Allez-y, Ça, Maître. c'est le bien. Comment on organise ce dialogue? J'ai dit, les militaires sont formés pour maîtriser les situations sans utiliser les armes. Lorsqu'ils ont utilisé les armes, on doit les amnistier conformément à la loi, et c'est normal. Et chaque personne qui a été violentée a le droit de se plaindre, et c'est normal. Même les morts. Un vieux comme vous, Même les morts. Respectez Les morts doivent se plaindre. Qui est plus vieux? C'est toi qui as... Si vous ne voulez pas qu'on boucle ce débat, on arrête. Non, si vous ne voulez pas qu'on boucle le débat, on s'arrête. Allez-y, Maître. Il ne faut pas que Julius aussi s'énerve comme si tu n'es pas une femme. Je suis pas on est dans un débat, monsieur. Tu n'es pas une femme, on ne doit pas t'intéresser dans le sens du dialogue. On peut aussi t'interrompre. Alors pourquoi tu dis que tu vas te fâcher, tu vas te retirer? Tu es comme avocat. Alors, si vous voulez parler, C'est un débat vivant et intéressant. tu ne vas pas dire qu'on ne doit pas J'ai la chance d'être t'interrompre. 70 ans. Il faut que tu attendes là. Julius, parle. Maître Julius, c'est vous qui avez la parole. Parle, tu as des cheveux blancs. Vous savez, moi j'ai dit, donc, lorsqu'on parle de dialogue, n'est-ce pas, j'ai dit que si le dialogue avec une mauvaise composition, ça va devenir un monstre qui va avaler le pays. Comme ce qui a été fait avec la commission ad hoc et autres. Même ces commissions, les bilinguismes et autres, là, pour moi, ce n'est que des monstres qu'on a créés. Parce que lorsque vous créez une commission qui n'a pas de pouvoir, qui ne peut pas décider, il y aura des... C'est-à-dire, c'est comme si on a avalé quelque chose et rejeté. C'est comme ça. À mon avis, j'ai toujours dit que le gouvernement à l'heure actuelle a été voté avec un projet de société. Il y a des élections dans quelques mois, n'est-ce pas? Ceux qui pensent qu'ils ont le meilleur projet de société, ça c'est le moment de commencer à le présenter. Pour que, n'est-ce pas, le moment venu, vous soyez voté pour décider. Parce que, allez pas mentir pour changer une forme de gouvernement. Donc il n'y a pas de dialogue à organiser pour l'instant. C'est on permet inutile. au gouvernement de gérer. C'est inutile. C'est les gens, c'est les fanfarons, c'est les gens qui ne regardent rien, qui peuvent parler. Et c'est un monstre qu'on va crier si on crée cette commission. Il faut que ceux qui ont le meilleur projet de société soient votés sur place. À quel moment vous avez donné pour moi, je suis candidat. Il a un projet de société. Chacun qui pense qu'il peut, n'est-ce pas, va se lancer. Ok. C'est préparer la conséquence. Je dois dire quelque chose. Le dialogue à l'heure actuelle ne va pas servir à rien. Je veux dire que... Oui, pardon, juste un petit mot, parce que moi, j'entends souvent ces histoires de projets de société. Moi, je ne veux pas critiquer le projet de société, comment dire, les grandes ambitions ou bien les grandes réalisations. Je ne veux pas critiquer ça, parce que ça ne nous mène à rien. Nous avons un système centralisé qui est mauvais. La question est fondamentale. Il ne faut pas qu'on se distraie. On est des avocats. Je crois quand même qu'il ne faut pas être trop partisan aussi. Je crois qu'il faut analyser la situation froidement. Il y a un problème qui se pose. Vous ne pouvez pas mettre à jour, dire qu'il y a un projet, le gouvernement a un programme et on ne va pas faire de dialogue, etc. Je suis un peu surpris quand j'entends les gens du pouvoir parler. D'abord, le ministre d'État, Laurent Esso, lui dit qu'il n'y a pas de problème anglophone. Il dit que les anglophones sont descendus dans la rue, ils ont perdu le droit d'être avocats et donc on pouvait les molester. Je dis, mais attends, dans une démocratie, la descente dans la rue pour manifester pacifiquement... Bon, maintenant, on est sur les solutions. On est sur les solutions. Le dialogue national, de votre point, enfin, ce dialogue franc, constructif, inclusif, quelle est la forme qu'il faut donner à ce dialogue? Moi, je pense que, d'abord, les gens qui parlent de dialogue aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont acculés par des accusations de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide. Et que la menace d'une saisine de la Cour pénale internationale
pèse sur eux. Donc, du bout Même le des secrétaire doigts, général de du bout l'ONU, des doigts, à travers son porte-parole, a demandé qu'il y ait dialogue. Du bout des doigts, même ils disent au-delà de- dialogue. Oui. Comment vous pouvez aller tirer sur des enfants d'autrui et aller à la télé dire que d'accord, maintenant on veut le dialogue, Comment vous pouvez dire qu'on veut le dialogue alors que mon client mange au BBC, qui n'est pas un politicien, qui n'a pas cassé, c'est celui, le Corfu Revolution. La solution, est en prison. la solution c'est donc quoi La pour solution, sortir définitivement cette affaire? libérer les prisonniers, les otages. Libérer tous les otages. Et engageons un débat franc sur quelle est la forme de fédéralisme qu'on va instaurer. Ce débat franc-là À s'organise deux, comment? Est-ce que à ce n'est pas trois, dans un etc. cadre concerté Ça qui peut prendre doit le nom être dans un du cadre dialogue, concerté. justement. C'est-à-dire que c'est une conférence nationale. Encore? Il n'y a pas eu de conférence nationale. Je n'ai pas parlé de conférence nationale. Il y a eu tripartite, ça n'a Je n'ai rien pas donné. parlé de conférence nationale souveraine. Tripartite, ça n'a rien Pardon, donné. j'arrive. J'ai dit que la tripartite a déjà statué sur un certain nombre de choses. On ne revient plus sur la tripartite. La tripartite est dépassée. Les résolutions de la tripartite ont été mises en exécution. La décentralisation a été mise en exécution, en pratique. Elle a échoué. Il faut passer au fédéralisme. Moi, je vois des personnalités, et c'est mon grand frère Abel Zonga qui me suggère ça, comme Christian Toumi. Oui, justement, j'y arrivais. Qui est quand même une personnalité d'envergure nationale et internationale. Donc on n'a Qui pas forcément pourrait besoin d'aller également- chercher à l'extérieur. Je pense que oui, on peut toujours chercher, parce que les gens que nous avons en face sont des gens rusés. Comme ils mangent leur part et mangent la part des autres, ils ne veulent pas libérer. Parce que le fédéralisme, ils ont refusé la décentralisation. Pourquoi? Pour capturer tous les biens de la nation dans la même assiette à Yaoundé, pour qu'on vienne leur demander. Alors que la décentralisation voulait que vous dépassez un peu, vous enlevez un peu de votre pouvoir, un peu d'argent. Au lieu qu'on mette toute la cagnotte entre les mains du président de la République, divisons un peu en petites miettes, chacun a sa part. Le fédéralisme, d'après le droit constitutionnel qu'on a fait en première année, est la forme la plus achevée de la décentralisation. Donc, tant qu'à faire, allons directement à la forme la plus achevée, c'est-à-dire au fédéralisme. Vous donnez la part de chacun et c'est tout. Qu'est-ce qu'on discute? Duval, on discute à manger pour tout le monde. On veut que toutes les régions qui vont devenir des États aient chacun sa petite cagnotte à gérer seul, sans que aller à Yaoundé demander le caterpillar pour creuser ta route. Alors, Maître Buton, justement sur les solutions qui sont proposées, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure du dialogue France, NCA et tout ça, et il a cité tout à l'heure Albert Zonga, qui est un homme politique connu et reconnu, qui justement, dans la recherche des solutions à cette affaire-là, propose de faire attention à l'extrémisme. Oui. Il dit qu'il y a deux camps. Il y a ceux qui prônent une répression militaire barbare et qui veulent que cela dégénère pour fuir, aller manger notre argent à l'extérieur parce que pour la plupart, ils ont tous des nationalités de étrangères. passeport, voilà. Et vous avez en face de ceux qui sont cachés aux États-Unis ou qui sont, où ils sont entrés comme des réfugiés et qui prônent la sécession et sont donc prêts à faire brûler le pays sans courir le moindre risque, et que de ce point de vue-là, il faut faire attention. Faire attention, ça signifie justement se parler. Oui. C'est-à-dire le dialogue. Oui, tout à fait. Maintenant, est-ce que vous êtes de ceux qui estiment qu'il n'y a plus personne sur le territoire national en mesure de conduire une médiation ou une négociation dans ce sens-là? On a cité le cas du cardinal Toumi, il y a beaucoup d'autres personnes qui pourraient être Toumi ne sollicitées. peut pas accepter pas le régime en place. J'en conviens, mais il ne peut pas accepter pas le régime en place. Le régime, Il faut déjà l'accepter, c'est ça? Il faut déjà le solliciter. Moi, Moi, je dis que... il faut voir les choses crever absent. Je crois que il y a quelqu'un, disons un grand écrivain ou un penseur qui a dit que ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Pour le moment, on n'a rien, on n'a pas nommé quoi que ce soit. Voilà. On ne parle ni de dialogue, ni de conférence, ni de tripartite ou de quadripartite, parce que actuellement, peut-être qu'on peut ajouter une quatrième partie. Moi, je crois On est dans que l'agitation des idées. c'est les politiciens qui disent souvent « ne combattons pas, débattons ».
mais il faut trouver le cadre rapidement du débat. Bon, je ne pense pas que le Cameroun soit disqualifié pour trouver des gens qui puissent débattre. Nous avons cité tantôt des gens comme Achidi Achou, qui sont très appréciés dans le sud-ouest. On a dans le nord-ouest. Il y a des gens dans le sud-ouest qui ont, n'est-ce pas, une aura et qui ont une dimension et qui peuvent être écoutés. Les Aboué Machoyi ont été choisis. Je crois que tout le monde a apprécié. Il y a le cardinal Toumi et beaucoup d'autres. Si on cherche au Cameroun, on peut trouver. Asseyons-nous d'abord entre Camerounais et essayons ce dialogue-là, mais très rapidement. Bon, si jamais on trouve qu'il y a un écueil, il n'est pas exclu d'appeler des personnalités, n'est-ce pas, au secours. Nous savons que nous avons des anciens chefs d'État comme Thabo Mbeki qui était ici, qui a d'ailleurs remis un prix au chef de l'État, accompagné d'Akere. Voilà. Bon, celui qui résout les conflits. Il y a les Kofi Annan. Il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas? En plus. Il a un prix, mais il n'a pas le même. Voilà. Donc, je dis on lui a donné un prix. C'est un exemple. Pour quelqu'un qui résout les conflits. Je donne un exemple de sortie de crise. Chez soi, je donne un exemple de sortie de crise. Dernièrement, vous avez suivi à travers les ondes internationales, n'est-ce pas, la sortie du général, c'est Gambou non, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, oui, bien sûr. C'est Mangou, qui a dit, en s'expliquant, bon, évidemment, il accusait plus ou moins Gbagbo cette fois-là, mais il a dit qu'il avait conseillé à Gbagbo qu'il fallait d'abord qu'on pacifie le pays avant d'aller aux élections. Comment pouvez-vous être là avec des gens qui gémissent, avec des gens qui disent qu'il faut apaiser? Même les revendications des avocats, c'était des revendications corporatistes. Ouais. Mais maintenant que d'autres avocats sont encore en prison, d'autres ont fui le pays, mais vous allez même aller aux élections comment? C'est là où je ne suis pas d'accord avec mon jeune confrère. Vous ne les pas vos jeunes confrères. Non, mon confrère aîné, mais mon jeune frère sur le plan social. Parce que moi, j'ai au-delà de 70 ans. Voilà. Vous avez 50 ans, vous êtes mon fils. Confrère. Vous êtes mon fils. Bon, donc je dis... pas votre fils également. Si. J'ai 57 ans. Mais j'ai 71. Et ça fait quoi? Oui, ça fait que à 21 ans, je pouvais être votre père. Non, si. J'ai une fille. Non, laissons ça. Parlons des choses sérieuses. Ma première fille a presque 50 ans. Alors, il a réussi à donc, je disais que on ne peut pas aller aux élections dans cette embrouillamini. Les élections ont lieu peut-être dans quelques mois ou l'an prochain, mais il faut d'abord que, n'est-ce pas, le pays soit apaisé. Que les différents protagonistes, qui aient de l'apaisement un peu partout, pour qu'on puisse se mettre autour d'une table et débattre. Absolument. Okay. On sait qui. Voilà, les Camerounais. S'il vous plaît, on fait des tours de table, que chacun prenne la parole pour vous boucler, et puis qu'on sorte de l'émission. C'est votre dernier tour. Bon, ok. Si vous voulez, je prends la parole pour la dernière fois. Pour dire que j'apprécie beaucoup ce que mon grand frère Albert Zongan a dit là. Mais j'y vois, je peux apporter juste une nuance qui ne contredit pas ce qu'il dit. Les deux camps. Un camp, il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a un camp séparatiste qui est minoritaire, mais qui a pris de l'embonpoint parce que la gestion de la crise a échoué. Et beaucoup qui étaient fédéralistes en ont marre et veulent rejoindre ce camp. Donc au départ, il y a ce camp qui accuse le camp du pouvoir central, qui a hérité du pouvoir de De Gaulle, de la droite française. Donc, une constitution centralisée avec le plein pouvoir au président. D'être à la solde de l'Occident. Le camp séparatiste dit, vous êtes à la solde de l'Occident. Moi, nous ne voulons plus continuer 60 ans après à être sous la tutelle française. Donnez-nous notre part et nous partons. Okay. Et l'autre camp du pouvoir est en train, par la voix de Issa Chioma, en train d'accuser aussi ce camp-ci, le camp séparatiste, d'être à la solde des Occidentaux. Au milieu, il y a nous, les fédéralistes, qui disons,
la fédération va régler le problème de la centralisation qui fait que vous pouvez d'une seule signature donner le port à Bolloré sans passer par le Parlement. Très bien. Avec la fédération, les États fédérés ne pourront pas accepter. Donc je crois que le fédéralisme, pour être franc, serait la bonne porte de sortie pour tout le monde. Ok. Votre mais pour le moment, je pense que oui, ça c'est son projet politique que j'apprécie, c'est normal. Mais j'estime que les sécessionnistes, n'est-ce pas, qui vivent dans l'Occident, nous dit qu'il ne faut pas être des sujets des Occidentaux. Donc pour moi, c'est une amalgame. Parce qu'eux tous vivent aux États-Unis. En même temps, ils disent que non, on n'accepte pas ce que les États-Unis vous disent, ou bien les Français, et ainsi de suite. Même pour moi, j'estime, je suis Camerounais, je vais rester Camerounais. Je ne suis pas sécessionniste, ni fédéraliste, je préfère la décentralisation. Et ce qu'il faut faire, lorsque quelqu'un bat mon gouvernement, n'est-ce pas, je veux me courber devant. Il faut que chacun vienne avec son projet de société, que j'insiste, qu'on part aux élections. Parce qu'il faut imaginer, dans les pays développés, lorsque on sent que le pouvoir central, n'est-ce pas, n'est pas populaire, on anticipe les élections. On peut toujours même... Mais pour faire le dialogue dans ces pays à l'heure actuelle, c'est catastrophique. Ça va diviser le pays à petits morceaux. Mais on peut pas faire les élections non plus. On peut pas faire les élections non plus quand vous gagnez, M. Momo est président, vous allez décider. À l'heure actuelle... Vous avez la majorité à l'Assemblée, vous allez décider. À l'heure actuelle, il y a le tueur. On est en train de tuer les Camerounais. On est en train de tirer sous les pieds et de tirer sous partout le Camerounais. Même quand on parle, et il y en a qu'on a mis dans les prisons, plus de 200. Mais pour qu'on arrive à voir quel que ce soit dans ces pays que vous appelez les élections, si vous voulez aller aux élections avec ce qui se passe là, c'est votre droit de plus absolu. Mais il faut savoir que ça sera extrêmement difficile de gérer les élections dans le nord-ouest et le sud-ouest. Moi, j'ai dit ceci. J'ai toujours dit. Vous connaissez ma position. Il faut faire baisser la tension dans la zone. Il faut retirer tous les soldats qui sont là-bas. Il faut laisser les gens enterrer leurs morts. Et les dédommager. Et après, on organise un dialogue entre deux parties. Parce que ce pays est formé par deux États fédérés. Il était. De 61, nous avons eu un gouvernement fédéral du Cameroun. Jusqu'en 72, oui. Oui, 61 jusqu'à 72. Deux partis. Et un parti s'est plaint. Et vous voulez forcer pour aller aux élections, présenter un projet de société et laisser. Vous ne voulez même pas qu'on enterre. C'est le préalable. Vous ne voulez pas qu'on enterre même les morts. Vous ne voulez pas que ceux qui sont à l'hôpital soient guéris. Les gens entrent à l'hôpital, ils sortent les blessés pour aller jeter dans le cellule. Et même ceux qu'on a tués, on ne sait pas là où on les a enterrés. Et on est où là? Voilà. Maître Vitton, pour sortir de l'émission, on est à la fin du programme. Oui. Disons que toutes choses étant égales par ailleurs, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on pousse les brutalités très loin, je crois que ceux qui ont opté pour les brutalités policières et autres, n'est-ce pas, prendront à leur compte les conséquences qui vont suivre. Et ce sera désastreux. Mais je dis aussi que moi, sans être politicien, je ne suis pas pour le fédéralisme, parce que ça risque d'être la danse bafia. On va devant, on va en arrière. Nous serons le seul État au monde à avoir été un État fédéral, à avoir été unifié pour rentrer dans le fédéralisme. Et demain, peut-être que plusieurs États, ça peut être 10 États. Non, mais justement, là, ça risque un jour de revenir. Peut-être qu'une crise va éclater. On va dire, revenons à l'unification. La forme centralisée. Merci, messieurs. La décentralisation poussée, où les gouverneurs seront Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci. C'est terminé. Merci d'être venus
sur ce plateau. Merci à vous, Nous maître sommes nous battre pour ça. John Frousso, C'est d'être fini. venu, avocat au barreau du Cameroun. Vous avez assez Merci réglé. à maître Julius Achou d'être venu sur ce plateau. Vous êtes également avocat au barreau du Cameroun. Merci à vous, maître Jean de Dieu Momo, avocat au barreau du Cameroun. Et à vous, maître Biton Martin. Rien. Voilà, en tout cas, c'est un plateau d'avocats. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir Vous regardé allez manger cette autre maintenant. livraison 235 débats. Excellente Organisation, soirée. je sais pas des À très bientôt. Ah. Pas d'élection.